on va commencer doucement mais sûrement notre petit bulletin hebdo. Alors vous n'entendrez qu'une voix ce soir, mais laquelle est-elle, hein? On va faire ça avec une petite introduction et un visuel décent. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Mehdi de Death Podcast et surtout du Catchacast, votre actu hebdo du catch mondial. Et aujourd'hui, je suis tout seul parce que c'est un peu désertion estivale. Voilà, mais par contre, je suis à moitié tout seul, si je puis dire, dans le sens où Félix, comme la fois où il avait été absent, m'a laissé quelques petites notes sur certaines des actus catchesques. Donc je lirai ça dans un second temps. Je les découvrirai avec vous. Donc ce sera sympa de confronter mon ressenti perso face au sien. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder avec le catch de la WWE, la World Wrestling Entertainment. Et je vais donc de ce pas reprendre mes petites notes qui vont bien pour pouvoir tout vous dire. Donc on repart de la semaine, à savoir donc du vendredi 7 pour SmackDown. Donc SmackDown diffusé le 7 août 2020. Et qu'est-ce que nous avons eu au programme? Alors on a eu un petit match donc de Matt Riddle qui est venu à bout de Sheamus par disqualification. Voilà, rien de fondamentalement foufou, hein. Comme d'habitude, vous le savez, on s'appesantit pas s'il n'y a pas forcément besoin de le faire, si les notes sont pas les matchs sont pas mémorables ou quoi ou qu'est-ce. On a ensuite eu un match de Cesaro accompagné de Shinsuke Nakamura qui est venu à bout de Lince Dorado, lui-même accompagné de Grand Métallique. Alors là aussi, 4 minutes 20, bon, vous doutez bien que c'était plus la fête à la domination de Cesaro, ce qui n'est pas sans me déplaire, même si je pense que malheureusement il prépare progressivement plus son après-carrière que sa carrière en tant que telle. Voilà, à titre personnel, on en a déjà beaucoup parlé ici, moi pas mal. Petit peu un grand gâchis de la WWE que ce Cesaro. Ensuite, on en arrive à Jeff Hardy qui est venu à bout du roi King Corbin. Corbin par disqualification. Là aussi, un petit match de 5 minutes. Ça a l'avantage d'être des matchs très courts. Bon, c'est toujours cette prix. Ce qui nous amène donc à Sheamus qui, à son tour, va venir à bout de King Corbin dans une deuxième partie de la soirée. Encore une fois, match très très court. On est sur en dessous des 6 minutes. Vraiment rien de mémorable, hein. Je pense que c'est pas la peine de s'apesantir là-dessus. On se retrouve à un rythme de SmackDown qui retrouve un peu ses anciens démons avec des éléments vraiment pas très très folichons, que ce soit dans les rivalités ou autres. Petits arcs avec effectivement Biggie aussi, mais voilà, vraiment rien de fou ni mémorable. Et on termine la soirée avec un tag team match qui oppose Heavy Machinery, donc Otis et Tucker, contre John Morrison et The Miz, accompagnés par Sonya Deville qui était leur invité sur le Miz TV un peu plus tôt dans la soirée. Là aussi, rien d'extraordinaire parce qu'en gros le match est prétexte à un retour non pas de Liv Morgan, mais de la chair et tendre de Otis. C'est vous dire à quel point je suis follement marqué par son personnage qui pour l'instant n'a que pour seul intérêt d'avoir une nouvelle coupe de cheveux Mandy Rose. Voilà. Qui s'était fait agresser pendant son make-up la fois précédente. Donc on est dans de la grande WWE, grande forme. Voilà, je suis un petit peu troll, mais navré, hein, je suis vraiment absolument pas embarqué par ce SmackDown de cette semaine. Donc restons-en là, j'ai envie de dire, inutile de faire des longueurs complètement folles. Je regarde très brièvement si
d'une manière ou d'une autre, ce cher Félix m'a mis quelques notes concernant SmackDown. C'est pas le cas, je crois qu'il y a des choses plutôt sur Raw, mais j'y reviendrai un petit peu après. Justement, nous arrivons Raw de ce lundi donc 10 août. Résultat des courses, on commence par un match de Seth Rollins accompagné de Murphy, anciennement Buddy Murphy, qui vient à bout de Humberto Carrillo, accompagné de Dominic Mysterio, fils de Rey Mysterio évidemment. Match en 3 minutes et puis surtout prétexte à un lynchage dans les longueurs de Dominique au kendo stick. Ça rime, au moins ça d'intéressant. Je continue d'être très très inquiet sur l'issue de leur match à SummerSlam. Advienne que pourra. Heureusement, là, cet arc a le mérite d'être court. Ensuite, on enchaîne avec Angelo Dawkins qui vient à bout de Andrade, qui était lui-même accompagné donc de Angel Garza et Zelina Vega. Match très court là aussi, 4 minutes. Rien de mémorable, on continue là sur cette espèce de comment dire, de remise dans leur bon droit des Street Profits suite à l'empoisonnement du cher et tendre de Bianca Belair, qu'on retrouve ni une ni deux, Bianca Belair face à Zelina Vega, qu'on n'avait pas vu je crois catcher depuis longtemps en main, hein, j'entends, non pas aidante sur le côté du ring. Match de 6 minutes, bon, issue totalement attendue, hein, évidemment, domination de Bianca Belair. Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que ça fait plaisir de retrouver Bianca Belair, mais que évidemment ça fait un petit peu mince à se mettre sous la dent. Voilà, écoutez, pas grand chose de plus à rajouter à ce compte-là. On continue donc concernant la soirée avec les résultats d'Euro. On en arrive à un match sans enjeu pour le titre entre Shelton Benjamin contre Apollo Crews. Manque de peau pour Shelton Benjamin, bah, il gagne le match en 5 minutes. Mais donc voilà, pas de titre. On continue voilà, comme ça d'entretenir la petite rivalité à l'extérieur et souterraine peut-être avec le Raw Underground sur lequel on va revenir dans quelques instants. Mais bon, rien de bien foufou là sur cette rivalité croisée entre Apollo Crews et le trio Shelton Benjamin, Bobby Lashley et MVP. On en arrive à un 8-man tag team match qui est composé de Cedric Alexander, Ricochet et les Viking Riders, donc Eric et Ivar, qui viennent à bout. Bon, c'est très particulier, hein, de Akira Tozawa et d'un ninja. Un gros merdier en fait qui n'est qu'un prétexte à une victoire de R-Truth, lui-même déguisé en ninja, pour prendre le titre 24/7 à Akira Tozawa. Voilà, beaucoup trop de A et beaucoup trop de trucs inintéressants. On continue avec Peyton Royce accompagné de Billie Kay qui vient à bout de Liv Morgan face à Ruby Riott. Alors le retour de la vengeance en 2 minutes face à un cafouillage entre Liv Morgan et avec sa nouvelle BFF retrouvée Ruby Riott. Voilà, Ruby Riott qui se confond en excuses de l'avoir distraite, etc. Pas très folichon. Je suis navré, hein, j'espère que je vous transmets pas trop de capital blasitude, mais bon, c'est un petit peu le ressenti. J'ai oublié de vous dire aussi, excusez-moi, quand même, élément un petit peu notable, même si c'est pas un match que sur SmackDown, sur lequel je suis passé extrêmement rapidement. Il y a un vague élément notable pour quiconque s'intéresse à cet arc narratif, un retour de Braun Strowman qui a fini par sortir non pas du placard mais du marais dans lequel on le croyait noyé, avec The Fiend lui-même accompagné sur le ring d'Alexa Bliss, nouvelle convertie / esclave. Voilà.
pas grand chose à vous dire. Broman qui dit en nananaire, en fait c'est moi le monstre, et rendez-vous au prochain épisode. Je reviens donc au Raw de ce lundi. Avant d'enchaîner donc sur les 2 derniers matchs de la soirée, vous dire qu'il y a des nouvelles donc de Raw Underground, dans lequel ça continue d'être un peu à boire et à manger, et un arc qui se dessine sur lequel je sais pas trop quoi en penser. Alors déjà on n'a plus de gogo danseuses, ou alors j'ai pas fait attention, mais ou alors elles sont très peu présentes. Dieu merci. C'est toujours ça de gagner, même si ça reste quand même un flou assez astronomique. On est vraiment, je sais pas trop quoi en penser. Hein. On voit que c'est des résurgences de ce souhait toujours éternel de la famille McMahon de donner une légitimité au catch par rapport au sport de combat type free fight. Mais c'est extrêmement maladroit dans ce cas présent, et c'est du gros cafouillage. Il y a un truc, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire, mais j'ai un peu peur, parce qu'il y a Shane McMahon, et parce que l'arc est déjà assez foireux en soi, c'est qu'on a introduit dans ce Raw Underground, même si elle était en train de revenir sur le devant de la scène, cette chère Shayna Baszler, qui est très chère à notre cœur dans la team Catchacast, et qui est, voilà, Dieu merci, dominante, et apparemment, si on écoute les commentateurs officiels WWE, peut-être la nouvelle protégée de Shane McMahon dans ce Raw Underground. À voir, comme quoi je suis pas de mauvaise foi, j'ai un petit peu peur quand même vu la gueule du bousin et le foutoir qui représente en mode contre-soirée, mais à voir, pourquoi pas, peut-être vraiment faire de Shayna Baszler encore plus un monstre de domination qu'elle n'est déjà, mais en a-t-elle vraiment besoin ? C'est ça ma question au final, même si j'essaye de voir le verre à moitié plein. Vous dire aussi qu'il y a eu une deuxième invasion, 2 pour le prix d'une dans la semaine, pour vous dire à quel point ils m'ont marqué, ceux que je confondais avec des ninjas, Retribution, donc ce groupe masqué en mode Black Buck, gilet jaune sans les gilets jaunes, bref, ils sont énervés, ils ont utilisé une tronçonneuse à SmackDown pour couper les cordes, et là ils continuent à tout casser, bref, ça fait un petit peu pitié pour l'instant, à voir la portée du truc, mais franchement, ça fait, on l'a déjà dit, une espèce de Nexus super tiédasse. Je continue avec Asuka dans un match qui était prévu déjà depuis la semaine dernière, organisé par Sasha Banks, qui lui a dit: si tu viens à bout de Bayley, tu auras le droit à un match contre moi pour le titre à SummerSlam. C'est chose faite. Elle vient à bout donc de Bayley en une quinzaine de minutes. Match correct, hein, on a 2 cadors de toute façon, pas trop d'interventions foireuses de Sasha Banks sur les abords du ring. J'ai bien aimé, même si ça me fait un peu dans le côté heel, c'est entre guillemets rigolo, mais c'est sûr que ça fait un peu mal à la tronche quand on est en mode hors kayfabe, l'espèce de petite marche de Bayley pendant le match pour singer Kairi Sen. Bon, après le côté massacre de la fin de carrière de la catcheuse japonaise, ça fait un peu mal à la tronche de voir que jusqu'au bout elle est un peu roulée dans la boue et dans la fange, mais bon, sur le personnage de Bayley c'était assez rigolo. Et puis de toute façon, si on est même un peu rancunier, Asuka vient à bout de Bayley, donc de toute façon c'est tout ce qui est à retenir, si je puis dire. On continue. Hop là, excusez-moi, un petit effet d'écho, j'en suis navré. On continue donc avec le dernier match de la soirée. Bon, allez, je vais essayer de rester pas trop face-palmé. Donc Randy Orton contre Kevin Owens. Ça pouvait, comme beaucoup de choses, présager du bon, c'est-à-dire Kevin Owens qui se dresse face à Ric Flair. Ric Flair qui lui-même est l'assistant de Randy Orton, qu'on se demande pourquoi il en a besoin ou quoi que ce soit. Le match n'est vraiment pas convaincant. La victoire,
bah voilà, le spoiler arrive, de Randy Orton, encore moins. Et ce qui suit, voilà, bon, ça prépare SummerSlam, mais franchement, en gros, on continue dans l'optique de Randy Orton être plus pourri que pourri, c'est-à-dire que dans la hiérarchie, trahir les gens, machin, et dernier stade du truc, frapper un... c'est que ça génère, je crois, pour Ric Flair, Hall of Famer, pardon. Donc voilà, en gros, Randy Orton qui se retourne contre Ric Flair après un échange un peu houleux entre les deux. On en avait déjà parlé en off avec la team Catchacast, et n'y voyez aucune moquerie, hein, mais ça devient très très délicat, même avec une maîtrise de l'anglais parfaite, de comprendre ce que dit Ric Flair. Il y a vraiment un gros souci d'élocution. Bon, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. J'ose espérer aussi qu'ils vont s'arrêter là, parce que vu l'état du pauvre homme, ils sont en train de nous faire en mode ringside une espèce de Undertaker. Foutez-lui la paix, quoi, ou alors laissez-le juste au loin en mode symbolique, ou aux côtés de sa fille quand elle reviendra, même si évidemment Charlotte n'a pas besoin de ça. Et tout ça nous amène à ce cher Drew McIntyre qui arrive en chevalier blanc. C'est inadmissible, tu ne peux pas faire ça, et je vais te tuer à SummerSlam. Voilà qui vient clore cet épisode de Raw, qui n'était pas catastrophique, mais qui un petit peu en deçà de celui de la semaine dernière, qui m'avait plutôt hypé, mais bon, au moins on n'est pas au niveau de SmackDown, qui malheureusement là était une espèce de redite et de version très tiède et très faiblarde de la semaine précédente. Donc SmackDown qui vraiment fait des espèces de mouvements d'oscillogramme, pique vers le haut et pique dans les tréfonds de ce qui peut être produit. Voilà pour la WWE sur SmackDown et Raw. On s'attaque donc à NXT, le show NXT du 12 août, et on va commencer donc par un match Karrion Kross accompagné de Scarlett, qui vient à bout de Danny Burch par évanouissement de Danny Burch suite à une prise de soumission en moins de 4 minutes, quasiment 4 minutes tout pile. Bon, écoutez, on verra bien un TakeOver 3, hein, de toute façon, on n'est plus à ça près. Ça doit s'entendre un peu dans ma voix, je suis pas blasé, hein, mais Karrion Kross, vraiment pour l'instant ne me convainc pas plus que ça. Me convainc vraiment pas plus que ça, d'autant plus qu'on a droit à un truc, mais complètement YOLO. Alors, j'ai pas été vérifié totalement en détail, mais on a une pseudo-blessure. Est-ce qu'elle est là pour masquer une vraie blessure ou quoi, de Kisly, parce que donc il se trouve que le contrat officiel pour le match à TakeOver entre deux, pour le titre de champion NXT est officiellement signé, mais en gros au moment où l'espèce de, comment on appelle ça, l'espèce de dossier qui contient le contrat de signature du match est récupéré par Kisly, donc signé par Scarlett pour Karrion Kross. On a grosso modo une gerbe de feu, un petit peu en mode truc tour de magicien, qui ressort de cette espèce de dossier, donc qui protégeait le contrat. Donc à voir jusqu'à quel point est-ce qu'ils ont joué le truc, est-ce que ça l'a touché, est-ce que c'est du kayfabe ou quoi. Bon, j'ose imaginer qu'ils vont pas faire les crétins des îles, et puis qu'en réalité ça reste dans l'arc narratif jusqu'au bout.
Et puis on verra effectivement ce que ça donne pour le jour J de TakeOver Triple X. On continue la soirée avec un match Drake Maverick contre Killian Dain, qui ne va pas durer longtemps, et c'est tant mieux, franchement. J'ai rien de fou l'un contre l'autre, quoique Killian Dain est à mes yeux complètement insignifiant. Drake Maverick en fait un peu beaucoup trop en ce moment, mais en gros ils sont interrompus par Undisputed Era qui survient et passe leur nerf suite aux affronts de ces derniers temps. Adam Cole qui remet un coup pour sa promo à venir dont absolument personne n'en a rien à cirer et dont tout le monde se fout. Genre, vas-y, viens, si t'es un homme, franchis cette rampe, et bien évidemment que personne ne vient et que évidemment rendez-vous à TakeOver pour un truc dont tout le monde se bat les reins, le dos, ce que vous voulez. J'en invente des expressions pour rester poli. On enchaîne avec un match entre Santos Escobar contre Tyler Breeze, qui n'est pas un match pour le titre de Cruiserweight, qui se termine en environ tout petit peu plus de 4 minutes, avec une victoire de Santos Escobar, qui est allègrement aidé par ses deux porte-flingues, et surprise, entre guillemets, ensuite ce cher Fandango arrive avec une espèce de bâton de campeur pour essayer de donner le change, mais il arrive à venir à bout des deux bras armés de Santos Escobar, mais pas de Santos Escobar qui lui fait son affaire. Tout ça, surtout, en réalité, pour amener ce cher Isaiah Swerve Scott dans la rivalité et un 3-3, parce que je pense que Tony Nese va continuer de végéter vu qu'il a perdu sur le dernier 205 Live dans la Lolo Baba card de NXT et de toute la WWE. Le pauvre garçon, voilà. J'ai déjà dit un petit peu mon amour de Tony Nese, même si évidemment, je pense qu'il, à part un titre de Cruiserweight comme il a pu avoir, je pense que ça volera jamais plus haut, malheureusement, mais là, de toute façon, c'est un peu réglé. On retrouve ensuite un match entre Indy Hartwell, qui n'en finit plus en nouvelle sensation à venir de servir de tapis pour les chaussures ce soir-là de Mia Yim, qui en vient à bout en 4 minutes 30. Voilà, bon, c'était juste pour ressortir Mia Yim, histoire qu'elle prenne pas trop la poussière en ce moment. Je n'ai rien contre Mia Yim, au contraire, elle m'est sympathique, mais je vraiment pas non plus d'attirance pour son catch ou pour son personnage. Voilà, elle m'a jamais plus fait vibrer que ça. Je l'avais déjà dit, en dehors peut-être des ladder matchs où elle s'illustre avec un petit côté un peu hardcore, mais sinon franchement rien de bien fou. On en arrive au match dont oh là là, je ne voulais pas et que je n'attendais absolument pas. Bronson Reed contre Damian Priest suite à une provoque sur le parking. Maintenant qu'il n'a plus les gens sur le parking de NXT, on se provoque entre nous pour avoir des matchs non prévus, sachant qu'ils sont prévus pour le TakeOver Triple X pour une chance, enfin pas une chance pour le titre nord-américain. Mais Bronson Reed et Damian Priest se sont chauffés, se sont dit on fait un match avant, et je vous avoue, alors à ma grande surprise, oui et non, Bronson Reed gagne et vient à bout de Damian Priest clean, à la grande surprise de Priest lui-même, mais bon, je pense qu'on voit, vu la promo qu'a eu Bronson Reed la fois dernière, que je ne me l'explique pas, mais ils veulent le pusher. Pourquoi pas? Enfin, quand je dis pourquoi pas, moi je n'y crois pas une seule seconde, et j'espère que ça va pas trop durer. Ça sent la lubie un peu momentanée comme un Otis en ce moment à SmackDown. Bref, c'est dire, vu les genres de comparaison, à quel point je suis chauffé. On en arrive à un tag team match complètement lui aussi anecdotique, hein, assez pauvre, hein,
ce NXT avant, je crois pas que ce soit le dernier, il faudrait que je revoie, il me semble pas, avant le takeover Triple X, mais c'est assez pauvre cette semaine, à mes yeux, hein, évidemment. On a un Aliyah et accompagné de Mercedes Martinez dans la nouvelle stable de Robert Stone, qui viennent à bout de, voilà, elle aussi, il faut bien les ressortir du placard. Casey Catanzaro, ouais, continue d'être absolument pas convaincante. Hein. Bon, il y a bien eu des gens hein, qui ne venaient pas du catch avant qui ont pu devenir convaincants, mais donc elle venait de cette espèce d'épreuve là, pas de télé-réalité, mais d'émission télé, Ninja Warrior, je crois, une espèce de parcours. Voilà, ça continue d'être très très approximatif. Et Kayden Carter, bon, qui a un tout petit peu en dessous d'une Mia Yim à mes yeux, a fait le job, mais c'est du très mid-carter, voire bas de carte, quoi. Même si elle ne m'est pas antipathique, mais il n'y a rien de super folichon. Ce qui nous amène au main event de la soirée, le NXT North American Title tente en tout cas une place pour celui-ci. Match triple menace entre Cameron Grimes, Kushida et un combattant qui était encore non annoncé. Eh bien, il s'agit de Velveteen Dream. Alors, juste avant ça, ça va me permettre de faire une transition pilosité et capillaire. On a eu, à l'issue du match gagné par Aliyah et Mercedes Martinez, l'arrivée de Rhea Ripley, qui est venu donc se chauffer avec Mercedes Martinez, qui était venu lui chercher des noix lors de son match, pour rappel, contre Dakota Kai, et qui a fait que Dakota Kai donc a remporté sa place pour le match pour le titre féminin face à Yoshirai. Bah écoutez, il se trouve que là ça continue à régler ses comptes. Elle est aidée, Mercedes Martinez, tant bien que mal, par Aliyah, qui est un peu décidée de façon à régler les choses toute seule. Et puis arrive ensuite une autre sensation, Shotzi Blackheart, qui vient former comme ça un duo de fortune, qui sera probablement un match la semaine à venir entre Rhea Ripley, elle, et Aliyah Mercedes Martinez. Mais je vous dis ça parce que transition capillaire et de pilosité. Qu'est-ce qui se passe avec le blond en ce moment? Vous avez un problème avec le blond à NXT, parce que Rhea Ripley, beaucoup de gens connaissent mon amour pour la catcheuse, mais son nouveau blond teinte est dégueulasse. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme pour ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la personne qui se joint à la fête du match triple menace dont je vous parlais pour le titre nord-américain, c'est Velveteen Dream, qui n'a trouvé ni plus ni moins rien d'autre que la riche idée, au-delà de revenir, que de se faire un book teinte blonde dégueulasse. Donc voilà, et bah ça lui sert de leçon parce qu'il perd, c'est pas le gagnant, et contre toute attente, même si je vous avoue, je ne sais pas pourquoi, je sentais vachement le truc venir. Ce n'est pas Kushida qui prend le titre, mais c'est Cameron Grimes. Donc on peut supposer, vu qu'après Velveteen Dream, de dépit, bolos Kushida, qu'il a l'air d'avoir une attitude un peu plus, non plus que pédante, mais hautaine, mais assez heel sur les bords. Donc on peut supposer une rivalité entre Velveteen Dream et Kushida à venir, tandis que Cameron Grimes se ferait un chemin pour l'accès au titre nord-américain, une tentative en tout cas pour l'obtenir. Voilà qui clôt la veine WWE. Mine de rien, gisement épuisé, parce que c'est vrai que je fais tout le temps mine de crayon. Ce qui m'amène aux remarques de ce cher Félix, que je vais faire apparaître virtuellement, à défaut de l'avoir à mes côtés, mais c'est partie remise. Qu'est-ce que nous dit Félix concernant
la WWE. Alors donc je le lis, juste pour dire que c'est évidemment, obviously, Retribution, c'est déjà bien de la demeure, on est d'accord, hein, j'en ai à peu près dit ce que je pensais avant. Donc il y a un côté tiraillé entre violence extrême, donc le coup de on encercle une meuf sans défense pour la tabasser, c'était répréhensible, honnêtement, oui, et puis j'ai envie de dire par les temps qui courent, c'est pas l'imagerie la plus intelligente à avoir, et destruction infantile, ouais, on est trop des rebelles, on tape sur le ring avec des battes et on coupe les cordes avec une tronçonneuse, voilà, la même. Même Nexus en 2010 avait fait mieux à ce niveau-là. Bon, bah, on est vraiment sur la même longueur d'onde, mon cher Félix, ravi que tu hâte que tu reviennes. Sans parler de mon total objectif de logique, mais que fait la police, effectivement, de raison d'être, même si CM Punk a le malheur de dire oui à l'idée qu'il en serait le leader caché. Au secours, ça ne vaudrait pas la peine, plus que toutes les vaines tentatives de booking clickbait de ces dernières semaines, cet angle cristallise vraiment à lui seul la panique créative de la WWE. Carrément. Il rajoute, et non, pas la peine de parler de Raw Underground, mais si, je vais quand même faire un peu, hein. Ça continue de puer une certaine matière, que je ne citerai pas, il l'a déjà cité en verlan, même si on prend en compte le fait que le second épisode a été tourné en même temps que le premier, donc les idées restent forcément inchangées. Bon, bah, petit détail que j'ignorais, et ça n'a pas de continuité, Hurt Business devrait avoir takeover le truc, mais en fait non. Alors je vous avoue que là j'ai pas trop suivi l'idée de Félix, mais il est guère enchanté, lui aussi est pas très enchanté par ce Raw Underground. Bon gré, malgré Randy Orton et ce qui l'entoure, reste les seuls trucs vraiment bien fournis de tout ce que la WWE produit depuis des mois. Très discutable, hein, mais bon. En tout cas, on s'arrêtera là pour la WWE. Petit, pour moi, breku, comme dirait ce cher Torugano, le temps de vous faire une télétransportation